Tout le monde est prêt. Personne n'a entendu, c'est très bien. On peut dire ce qu'on veut, du coup ils ont cassé les oreilles. Ils disent rien en plus. Allez, c'est pas bien. Prends ta plume, ton string. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jacqueline Voras sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bonjour Christophe également. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, Tout est prêt? Christophe. Enfin, mardi 15 décembre et avec vous en direct de 9h30 à 11h. Soyez les bienvenus et merci de nous suivre, bien sûr, sur Radio IDFM 98, idfm98.fr ou encore en vidéo live sur Facebook, page barre de l'économie. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir pendant l'émission et même commenter. Et enfin, pour toutes nos émissions en replay, allez sur YouTube, chaîne barre de l'économie. Voici un sujet fort puisqu'on va parler ce matin de cancer du sein, le plus fréquent et le plus meurtrier des cancers féminins, avec 60 000 nouveaux cas par an. Pour améliorer le quotidien de ces femmes atteintes de ce cancer, avec beaucoup d'espoir et de lumière, certains professionnels s'engagent. Et parmi ces professionnels, 2 d'entre eux sont avec nous dans le studio. Bonjour Alexia Cassard. Bonjour Jacqueline. Alexia Cassard, vous êtes la fondatrice et dirigeante de The Téton Tattoo Shop, spécialisée dans le tatouage 3D, une technique dédiée à la reconstruction du sein que de plus en plus de femmes touchées par ce cancer choisissent pour se réapproprier leur corps et mieux se reconstruire. Vous nous expliquerez cette alternative esthétique et personnalisée. À vos côtés, Jean-Claude Chaud. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes le président de l'association des hôtesses de l'air contre le cancer, dont le rôle est d'accompagner des hommes et femmes touchés par cette pathologie, et nous découvrirons avec vous toute l'étendue de cette formidable association, dont la marraine n'est autre qu'Alexia Cassard. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous avoir invités. Vers 10h, notre expert en communication, Étienne Barrier de Unique Production, nous présentera sa chronique « Comment contacter un influenceur ». Mais pour commencer, 15 décembre oblige, l'info du jour relative au déconfinement. Nous l'attendions, cette date du 15 décembre, date du 2e déconfinement, avant l'instauration toutefois d'un couvre-feu afin de pallier l'épidémie de Covid-19. Déconfinement, oui, mais pour tenter de limiter le risque d'une 3e vague de Covid-19 en janvier, le Conseil scientifique recommande l'autoconfinement pendant 1 semaine à ceux qui pourraient passer des fêtes en famille et le recours à des tests avant les soirées de réveillon. Dans une note d'éclairage scientifique publiée hier 14 décembre, les scientifiques rappellent qu'il est nécessaire de limiter au maximum les réunions familiales et amicales, en particulier durant cette période de fin d'année. Pour ceux qui passeront tout de même les fêtes en famille, le mieux est de se confiner préventivement, poser des congés ou télétravailler 1 semaine avant le 24 ou le 31 décembre, conseille-t-il. Pour les écoliers et les lycéens, le Conseil appelle à renforcer les gestes barrières en cette dernière semaine avant les vacances, éviter les rassemblements liés aux fêtes dans les écoles et faire preuve de tolérance pour les absences scolaires jeudi et vendredi, afin que les enfants puissent s'auto-confiner aussi. Cet autoconfinement est d'autant plus important pour ceux qui prévoient de rencontrer des personnes âgées, les plus vulnérables au virus, pendant les fêtes, actant qu'il n'est pas possible de limiter les rencontres familiales en cette période. Les résidents d'EHPAD qui sortent quelques heures ou quelques jours de l'établissement doivent être testés par PCR à leur retour, mais sans céder au sentiment de fausse sécurité, sachant que les tests ne permettent pas d'exclure à 100% une infection, et que les gestes barrières doivent continuer d'être respectés. Dans le détail, une personne symptomatique dans la semaine précédant Noël ou le jour de l'an doit être testée et s'isoler sans attendre le résultat. Sans symptômes, on peut se faire tester si on a pris un risque, contact multiple ou avec un cas positif. Sans symptômes ni prise de risque dans la semaine, il vaut mieux s'abstenir pour ne pas saluer le système, pour ne pas saturer le système de test. Il ne s'agit pas de limiter l'accès aux tests, mais de faire preuve d'un esprit citoyen, précise le Conseil scientifique.
Alors, je me tourne vers Alexia et Jean-Claude. Vous souhaitez réagir à cette info? Alexia Cassard. Alors moi j'ai entendu les paroles de notre Premier ministre ce matin et effectivement on s'interroge un peu sur la mise en place d'un tel dispositif à presque la veille. Ouais. Est-ce que les Français vont pouvoir prendre des jours Ouais. Les écoles, comment vont-ils s'organiser? C'est un peu brutal, un peu brusque. Ouais. Maintenant, le principe de précaution veut qu'on protège nos personnes âgées, Bien nos sûr, personnes notre fragiles, entourage. notre entourage. Donc il faut faire appel au bon sens. Oui, Au au bon civisme sens commun, toujours. au civisme. Oui. Ce que l'on fait depuis le début de cette crise sanitaire d'ailleurs. Complètement. Jean-Claude Chaud, vous souhaitiez réagir? Non, tout pareil en fait. Le problème, la précaution envers tout le monde, de toute façon, et encore plus nous envers nos patients que l'on suit, Oui. parce qu'ils sont forcément en déficience immunitaire et Oui. on fait au mieux pour se confiner et tout ça. On attend la fin, comme tout le monde. Merci Jean-Claude Chaud, merci Alexia Cassard. Merci pour vos éclairages. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. Oui, c'est sûr que c'est compliqué. C'est soudain. Et en même temps, je pense que toute cette communication, c'est pour demander aux gens de ne pas se relâcher, j'imagine. Oui, mais je pense qu'il faut avoir des mesures tenables. Les Oui, Français ne peuvent pas oui. aller dans tous les sens. On ne peut pas nous dire à la veille ce qu'on va faire. Ouais. C'est compliqué. Le télétravail n'est même plus vraiment en place. Ouais. Il faudrait arrêter les transports, il faudrait limiter dans les magasins. Il aurait fallu trouver des choses intelligentes. Oui, mais je pense que ce qu'ils redoutent surtout, c'est les réunions familiales où les gens sont proches les uns des autres et sans On geste. peut plus dire en Allemagne, j'ai vu. Oui. Ils ont durci. Ouais. En Suède aussi, ils ont durci. Ouais, mais en Suède, ils n'ont pas Ils n'ont rien du tout. fait. Mais oui, mais sauf que là, Là, ça flambe. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution en dehors du civisme et de la retenue, quoi. Ouais, absolument. Mais bon, là, 2 jours du truc, dire aux gens de rester chez eux, c'est pas facile. Heureusement qu'on a les Beatles pour mettre un peu de bonheur là-dedans. Ça va, je suis pas trop hésitant. Non. Il faut prendre le coup. Moi, je fais comme si je parlais avec une copine. Je parle à Jacqueline. Voilà. Oui, mais bon, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je suis plutôt discret. Non, mais... Ouais, c'est vrai. Il est extrêmement modeste. D'accord. En revanche, Jean-Claude, il ne faudra pas hésiter à bien vous... Parce que voilà, c'est Ouais, directionnel, donc il faut bien s'approcher. C'est avec ton compte, quoi. Perso Là, ou- c'est peut-être Avec les hôtesses. même toi, j'arrive pas. Chaud. Avec les slash. C'est HLU. Ouais, c'est ça. C'est gentil. Ah, tu vas Jean-Claude entier. Ouais, c'est ça. Je vais vous prendre en photo là, d'ici, là. Oui, Ça, aussi. ça sera mieux, Super. tous les deux. On va mettre On se casse, ça fait genre. Ouais, super. J'entends rien. Merci. Moi, j'ai gagné un scooter sur Énergie avec une chanson de Beatles. 92. Ah oui. J'ai chanté Imagine. Ils ont coupé la musique. Il fallait chanter sur le. Ah, super. Et à 15 ans, j'ai gagné un scooter. Ah, super. Mes parents, ils étaient dégoûtés. T'auras pas de scooter. Ah, mais non, c'était ça. Et je suis descendue un matin, j'ai dit bon, bah, j'aurai un scooter. Ils m'ont dit quoi? Et puis, je suis allée me chercher un moment en service. Allez, on y retourne. Ah, c'était classe. Radio IDFM, le bar de l'économie. Vous avez bien évidemment reconnu All You Need Is Love de John Lennon. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Alexia Cassard, fondatrice et dirigeante de The Tattoo Shop, et Jean-Claude Chaud, président de l'Association des hôtesses de l'air contre le cancer. Alexia, merci d'être parmi nous ce matin. Mais c'est un plaisir, merci de m'avoir invité. J'avais déjà eu le plaisir de vous accueillir en novembre 2019.
Une date où nous étions loin d'imaginer la crise sanitaire actuelle que nous évoquerons forcément. Mais avant, rappelez-nous votre parcours, Alexia. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque je suis biologiste de formation universitaire. J'ai travaillé pendant les 18 dernières années dans le domaine du cancer, Oui. plutôt dans la recherche, Oui. de développement de nouvelles molécules. Et puis à l'horizon de 2013, j'ai traversé une période plus personnelle avec le cancer parce que ma petite dernière, à l'époque âgée de 10 mois, a eu une leucémie aiguë. Dont elle est parfaitement sortie. Aujourd'hui, elle va très bien. Qui est très belle. Qui est une petite force de la nature. Et donc, à l'issue de cette épreuve plus personnelle avec le cancer, j'ai eu envie de repenser un peu mon investissement auprès des patients. Parce que parfois, on peut se sentir un peu décorrélé de tout ça quand on travaille dans l'industrie et qu'on est un petit peu loin de ces patients qu'on ne voit pas. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là le métier d'un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers, qui officie à Baltimore aux États-Unis et qui donc avait développé le recours au tatouage traditionnel, artistique, pour reconstruire en fait initialement d'abord la poitrine des vétérans du Vietnam qui avaient pu souffrir de brûlures ou de blessures au niveau du torse. Donc, il recrée des mamelons en trompe-l'œil d'abord à ces vétérans. Et puis ensuite, je crois qu'il y a une personne dans sa famille qui a été touchée et donc il s'est investi auprès des femmes qui ont eu des cancers et qui donc avaient perdu leur mamelon. Donc à la découverte de cette profession un peu magique, je me suis mise à chercher comment moi aussi pouvoir mettre à profit cette expérience de l'oncologie et puis cet attrait pour le dessin et l'art. Et donc j'ai entamé un parcours de formation d'à peu près 2 ans. D'abord au milieu de médecins, d'abord de chirurgiens qui m'ont appris tout ce qui est relatif à la reconstruction. Et puis ensuite auprès d'un maître tatoueur. Et donc ça a été un parcours de formation, oui, d'à peu près 2 ans pour pouvoir commencer à exercer à mon tour ce noble métier. Mais lorsque vous avez fait cette formation, vous saviez que vous alliez créer une entreprise? Alors c'était un peu confus à l'époque, mais j'ai été... vous aviez cette envie quand même? Il n'y avait pas d'autres alternatives. Et effectivement, j'étais accompagnée par une couveuse d'entreprise pas très très loin d'ici qui s'appelle Rive de Seine Initiative, qui m'a beaucoup aidée du coup à mettre en forme ce projet. Et puis aujourd'hui, je suis encore accompagnée, j'ai la chance d'être accompagnée par Initiative 95 qui du coup continue d'aider ma toute jeune entreprise à faire face à tout ce que cette crise dont on parlera a pu générer. Donc il y a eu un fort soutien et une très belle énergie autour de ce projet qui a été porté par des gens qui m'ont donné la main et qui m'ont aidé à soutenir ces quelques 750 personnes que j'ai pu accueillir depuis 2017 dans ce petit salon de Marly-la-Ville qui est devenu la capitale européenne du téton, modestement. Donc voilà, c'est un joli métier qui rend service. Donc, même s'il est considéré comme non essentiel. Oui, c'est ça, on va en parler. Mais vous aviez quand même des dispositions artistiques quand même avant de démarrer ça. Pour pouvoir apprendre le tatouage, il faut pouvoir justifier auprès d'un maître tatoueur d'une compétence artistique, parce que vous allez devenir son élève en quelque sorte, donc il faut déjà avoir des bases. Et puis il faut aussi être conscient qu'on va marquer à vie le corps des gens. C'est ça. Donc il faut effectivement d'abord avoir des compétences artistiques. C'est bien d'avoir aussi un parcours éducationnel artistique. Tout le monde ne peut pas être équipé de ça, donc c'était pas mon cas. Par contre, effectivement, oui, savoir dessiner, c'est un prérequis essentiel. Et sans ce sésame, il n'y a pas un tatoueur qui vous apprendra son métier. Puisque ça se fait sous le mode de l'apprentissage. C'est ça, oui, vous n'êtes pas lâché dans la nature du jour au lendemain. Alors c'est tout à fait possible, beaucoup de gens se lancent de cette manière-là, de manière autodidacte, parce qu'il n'existe pas finalement de formation ou de parcours certifiant ou certifié. Le métier de tatoueur est un métier qui n'est pas encore reconnu et qui ne fait pas l'objet de parcours officiel ou de formation officielle. Même ce métier que vous exercez de reconstruction. Encore plus. Encore plus. Il n'existe pas de formation à ce métier-là en dehors des États-Unis. Donc toute la base du combat que je mène repose aussi sur ça, sur ce constat qu'il est d'abord nécessaire d'être un professionnel averti pour pouvoir
du coup opérer sur des peaux qui sont très fragiles, qui sont beaucoup plus particulières que la peau du tout venant. C'est ça, il faut gérer les cicatrices. Les cicatrices, les blessures dues à la chirurgie, à la radiothérapie, des dommages cutanés qui sont liés aussi au traitement d'hormonothérapie ou de chimiothérapie qui vont endommager la peau et sa qualité. Et puis aussi les blessures de l'âme, parce qu'on ne va pas accueillir des personnes bien portantes classiques et qui viennent pour se faire une tête de Mickey ou le prénom de leur grand-mère sur le biceps. On va accueillir des gens meurtris, fragilisés et puis vulnérables. Et donc en ça, il faut à mon avis que le législateur et que les pouvoirs publics sortent un petit peu du trou dans le sable creusé par ces années un petit peu de négligence par rapport à ça. C'est qu'effectivement il y a un danger de santé publique si on laisse des gens non compétents pratiquer des gestes aussi précis sur des gens qui sont eux-mêmes fragilisés. Et il faut rappeler aussi qu'il existe des contre-indications à ce type de gestes qu'il faut connaître, et il faut travailler aussi en collaboration avec le monde médical pour connaître ses limites. Le tatoueur n'est pas médecin, le tatoueur n'est pas professionnel de santé, il ne peut pas seul décider du bien fondé ou de la contre-indication potentielle de ce geste, donc il doit être accompagné aussi par le corps médical. Donc ça veut dire que vous, lorsque une patiente vient vous voir, vous lui demandez d'avoir l'aval de son médecin? Absolument. En amont de notre première rencontre, je lui ai adressé une note d'information qui précise en fait le contexte dans lequel on va réaliser ce geste et qui notifie aussi son médecin ou le chirurgien ou l'oncologue avec lequel elle est suivie des éventuelles contre-indications de ce geste, parce que toutes les personnes ayant eu un cancer, a fortiori, sont plus fragiles et ne doivent pas forcément recourir à ce geste si elles sont par exemple sous traitement de type immunothérapie ou de type chimiothérapie même orale. On a des risques liés à la cicatrisation, on a des risques aussi liés au risque d'infection. Tout tatouage porte en soi la potentialité d'ouvrir une brèche et de créer une infection, donc aussi un rôle éducationnel vis-à-vis de ses clientes. Et puis, bien évidemment, il y a des contre-indications liées au type de chirurgie, bien sûr, au type de reconstruction. Et ce n'est pas forcément des choses que le tatoueur ou l'esthéticienne qui pratique ce type de geste ont en tête. Oui, et dont il va s'encombrer forcément. Absolument, et donc il faut absolument qu'on ait un cadre, je ne vais pas dire formalisant, mais qui puisse au moins donner quelques règles quand même essentielles. Des règles de base qui servent à protéger nos concitoyens et puis aussi l'ensemble du corps médical de potentiels ratages dont je commence à voir les prémices. Vous avez déjà récupéré pas mal de ratages. Quelques-uns sont récupérables, d'autres ne le sont pas, et la tristesse de ce type de geste, c'est que ça représente une double peine assez importante, puisque à la peine déjà du diagnostic, du traitement, de la reconstruction, va s'ajouter la peine d'un tatouage non professionnel qui va venir gâcher parfois un travail bien réalisé par le chirurgien. Donc il n'existe pas de potentialité de détatouage aussi évidente que sur une peau normale. On ne peut pas forcément faire subir 5, 6, 10 séances de détatouage à un sein porteur de prothèse qui a été lui-même irradié. Il y a des risques réellement d'endommager la peau. Donc, et puis, il y a des risques aussi de modification de la couleur du pigment. Une fois détatoué, il peut paradoxalement virer à une autre couleur plus foncée. Certaines couleurs peuvent présenter des virages de couleurs paradoxaux. Donc ça peut devenir c'est comme n'importe quelle encre sur n'importe quel support finalement. Ça peut varier en fonction de... C'est un tout petit peu plus complexe parce que l'encre là, elle est encapsulée dans votre derme, mais elle est aussi au contact de votre système immunitaire. Donc toute réaction que vous allez créer la première fois où vous allez l'implanter et la fois où vous allez l'explanter, vous pouvez créer des dommages, de l'hyperpigmentation, des cicatrices résiduelles, et donc avoir aussi parfois le risque de devoir enlever chirurgicalement le tatouage, et donc d'enlever une partie de la peau, et donc de modifier la reconstruction. Donc ça, c'est des choses qui sont assez, comment dirais-je, brutales et pas encore peut-être présentes dans l'esprit des gens, mais c'est un risque qui est un risque réel. Absolument. Vous expliquez très bien que avoir un cancer perturbe l'image de soi, et beaucoup de femmes ont justement honte d'elles parce que ce cancer du sein touche leur féminité.
Et ce, malgré la reconstruction chirurgicale. Donc, votre technique, elle va bien au-delà de l'impact physique? Oui, absolument. En fait, on est dans une espèce de prise en charge globale. La personne, on parle de patient, c'est pas pour rien, hein, le patient, il est un peu passif. Donc en fait, il va subir tous ces dommages qu'on va apporter à son corps dans le but de sauver sa vie. Ouais. Donc très rapidement, on vous parle de sauver votre vie et de ne pas forcément vous soucier de votre apparence. Et on la met au second plan. On va vous dire parfois, certaines patientes s'entendent dire « Oh mais c'est pas grave si c'est pas symétrique, vous êtes vivante, allez, allez de l'avant. Bon, il n'y a pas de mamelon ou le mamelon n'est pas parfait, mais c'est pas grave, il y a un volume de sein. » Et en alors fait, que si, c'est très grave. C'est essentiel, elles sont seules devant leur miroir au moment où elles sortent de leur douche, où elles sont dans la salle de bain. Il y a un vrai moment de prise de conscience et de difficulté. Certaines ne se regardent plus, certaines ne se laissent plus regarder. Donc il y a une rupture sociétale aussi avec le conjoint, avec la famille, avec le couple, avec le milieu professionnel. Certaines sont coupées de cette envie de retravailler ou ne se sentent pas capables de se remontrer. Donc effectivement, ce geste-là, il vient renouer une relation qui a été perturbée entre la femme et son image. Et c'est vrai que c'était très émouvant, cette remise devant le miroir, parce qu'on a très rapidement, en fait, avec la restauration de ce petit bout de leur corps, une réappropriation globale de l'image, et puis une espèce de sensation de... J'ai tourné la page, quoi. Oui, j'ai pu voir des vidéos de certaines femmes qui, après un tatouage, enfin, c'était très émouvant parce qu'elles sont... C'est assez libérateur et je suis moi-même toujours... j'ai des petits poils qui se lèvent sur les bras parce qu'effectivement, c'est un moment extrêmement fondateur, c'est une renaissance. Et au moment où je vis ces moments-là, je me mets aussi dans la tête et dans le corps de celles qui ne vont pas avoir accès à ce geste-là de manière professionnelle. Et de se mettre dans leur déception quand elles vont arriver devant le miroir avec quelque chose qui ne sera pas forcément ce qu'elles attendaient. Bien sûr. Parce que moi, je montre beaucoup de mon travail, mais d'autres personnes qui font cette même activité aujourd'hui ne le font pas. Donc, il n'y a pas forcément de visibilité des résultats. Et effectivement, quand on voit certaines choses qui sont publiées, on a le droit de se demander... mais est-ce que c'est légal de faire des choses pareilles, quoi. Et donc, de priver ces femmes de cet instant-là simple, où juste elles se sentent soulagées parce qu'elles retrouvent quelque chose qui leur ressemble, ça me paraît un questionnement à avoir global. C'est de dire, est-ce que j'ai le droit de priver une personne de ce droit essentiel qui est celui de la reconstruction. Donc après, ça va aussi un peu plus loin, c'est comment pourrait-on faire pour que plus de femmes accèdent à ce droit. Oui, parce qu'on va y revenir, vous disiez que c'est une formation qui n'est pas reconnue, ni rémunérée d'ailleurs quand vous êtes formé, et de plus elle n'est pas remboursée pour les clients. Il n'existe pas aujourd'hui de statut pour ce type de prise en charge, donc ça n'est pas médical, donc ça ne peut pas ouvrir droit à une prise en charge au titre de l'affection longue durée, ce dont se réclament beaucoup de patients atteints de cancer, à juste titre. Malgré le fait que vous ayez besoin de l'aval d'un médecin. Alors le besoin, il est plus éthique et au-delà de la responsabilité médicale, parce que je comprends, mais malgré cela, non, il n'y a pas de statut. Alors après, il faudrait, pour pouvoir avoir ce type de prise en charge, il faudrait mettre en place des études, des observatoires, chose que j'appelle depuis presque 4 ans maintenant de mes voeux. Et ça n'a toujours pas pu être mis en place pour des raisons financières, pour des raisons de temps. Et je comprends très bien que les professionnels de santé qui se sont engagés à mes côtés, ils ont d'autres choses à faire, et surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment, mais... Que de gérer ce genre de problématiques. Mais voilà, j'aurais aimé que des associations ou que des institutions puissent accompagner ce souhait de vouloir mettre de l'ordre dans quelque chose qui devient essentiel et qui devient mainstream, comme on dit, un peu plus grand public, puisqu'aujourd'hui se développe partout en France des offres de tatouages de tétons. On en voit fleurir partout, donc les gens ont la gentillesse de me les envoyer. Donc maintenant, arrêtez de m'envoyer tout ça, parce que ça me désole plus que ça ne me ravit. Parce qu'effectivement, il faut savoir que s'il n'y a pas de formation, on a une espèce de gamme d'offres qui va se mettre en place avec quelque chose qui est plus de l'ordre de l'autodidactisme que du professionnalisme. Or, c'est complètement ubuesque dans une situation comme celle-ci. Il ne s'agit pas de faire un rond et de le colorier, il s'agit vraiment de prendre en charge une personne dans sa globalité, avec respect, avec humilité. C'est un geste qu'il faut avoir
beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'il est jamais parfait, qu'il n'est pas une solution de remplacement. Il faut vraiment passer du temps et éduquer la personne à regarder son corps avec résilience et avec aussi bienveillance. Je fais pas de copier-coller, je peux pas faire revivre le sein. Vous n'allez pas faire, vous n'avez pas un téton standard qui se reproduit. Oui, non, on fait de la pièce unique, on fait du custom. Je suis une sorte de petite main, petit artisan d'art. Mais effectivement, on ne peut pas standardiser. C'est toujours la même technique, mais ce n'est jamais le même modèle. Exactement. Et la technique, en fait, elle n'est même pas celle qui m'a été enseignée parce que elle a été, c'était un enseignement très rapide qui n'a pas pris en compte tous les paramètres qui étaient nécessaires de connaître. Et donc, il m'a fallu encore 1 an et demi de mise en pratique avec vraiment un contrôle et comment dirais-je, une espèce de vision très métronomique de chaque geste. Avec, je demandais l'avis aux chirurgiens avec lesquels je travaillais, aux tatoueurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Et puis, connaître sa gamme de couleurs. Parce que ça prend entre 1 an et 1 an et demi. Il faut vraiment connaître chacune des couleurs. Les réactions de la peau. La réaction de la peau différente selon les carnations, selon l'âge, selon l'exposition ou pas à la radiothérapie. Et puis aussi aux habitudes personnelles de chaque personne, et puis à la qualité de la peau, et puis au système immunitaire. Et puis, voilà, il y a toutes sortes plein de facteurs qui rentrent en jeu. Absolument. Donc c'est un geste qui doit à chaque fois être fait avec précaution et qui ne peut pas être standardisé. Donc une formation de 7 jours ou de 5 jours ou de 3 jours ou encore pire d'une demi-journée ne peut pas répondre à ce type de demande et ne doit pas être standardisée comme une règle. Il faut vraiment travailler à l'élaboration de règles et puis de bonnes pratiques pour pouvoir sécuriser tout ce parcours. Alors toute cette expertise que vous détaillez très bien et ce combat contre l'amateurisme, on peut dire ça, vous avez réussi à en parler avec Nathalie Elimas en juillet 2020, qui était alors députée du Val d'Oise. Est-ce que c'était une rencontre pleine d'espoir pour vous? Oui, absolument, parce que j'ai vraiment apprécié le fait que Nathalie Elimas m'ait donné du temps. Oui. On a passé un long moment ensemble. Je l'ai sentie vraiment embarquée par cette problématique. Concernée. Qui a déjà été à l'origine de l'adoption d'une loi pour le financement des cancers pédiatriques et de la recherche. C'est une femme qui connaît cette thématique de l'importance de faire des gestes précis et d'avoir une dimension de recherche. Je l'ai vraiment sentie à l'écoute et vraiment sensibilisée à tout ça. Effectivement, je suis ravie pour elle qu'elle ait accédé à des nouvelles fonctions et que du coup, son rôle auprès de l'éducation prioritaire, qui fait bien d'écho aussi à sa carrière personnelle et à ses qualités, malheureusement l'est un peu éloignée de cette problématique-là. Alors moi, j'ai saisi via notre syndicat, on a un syndicat en France, le syndicat national des artistes tatoueurs, le SNAT. Quand on était en période de confinement, moi j'ai écrit à tous les députés du Val d'Oise et j'ai écrit aussi aux députés des Alpes-Maritimes puisque mon 2e salon est à Nice. Je n'ai reçu qu'une seule réponse, donc je le dis là sur votre antenne. Je remercie le cabinet de la circonscription, de l'ancienne circonscription de Nathalie Avier-Limas, puisque du coup j'ai été recontactée par une personne du cabinet qui m'a dit que le dossier était remis du coup au successeur de Nathalie pour qu'on puisse faire avancer un petit peu les choses. La problématique de la reconnaissance et de l'encadrement du tatouage, c'est vraiment une problématique qui est prégnante aussi pour les tatoueurs du quotidien, parce qu'on a aussi en France un développement un peu débridé du nombre de tatoueurs, qui sont aujourd'hui peut-être supérieurs au nombre de boulangers qu'on peut avoir en France. Et il y a une vraie souffrance de ces tatoueurs professionnels au regard d'un développement un petit peu souterrain de gens qui se mettent à faire du tatouage illégal et qui ont tatoué beaucoup pendant le confinement. Donc les professionnels titulaires de boutiques de tatouage avec des employés, avec des charges, se sont fait noyer un petit peu par cette période difficile, mais ne sont pas soutenus parce qu'il n'y a pas de lutte contre ce type de tatouage illégal et qui fait des ravages autant dans le tatouage artistique classique que pour moi le constater dans le tatouage du mamelon. Donc, voilà. Parce que s'installer comme ça, décider du jour au lendemain de s'installer, c'est illégal. Alors, c'est pas illégal. En fait, il suffit en France d'avoir une formation de 21 heures à l'hygiène, c'est-à-dire vous faites une formation de 3 jours. D'accord. Vous validez une attestation de formation à l'hygiène et à la salubrité. C'est dispensé par des organismes officiels.
et vous faites un petit mot à l'agence régionale de santé que vous allez exercer et vous êtes en capacité d'exercer le métier de tatoueur. Ça ne veut pas dire que vous êtes compétent, ça ne veut pas dire que vous avez une formation décente, puisqu'il n'existe pas de diplôme ou de formation sanctionnant en fait une compétence. Oui, oui. Il y a des écoles de tatouage qui fleurissent partout, puisqu'effectivement c'est un métier qui est devenu à la mode, puisqu'il y a de la télé-réalité, il y a plein de choses qui ont soutenu en fait cet attrait des Français pour le tatouage. Il y a 20% de Français qui sont tatoués. Ça monte jusqu'à presque 40% chez des âges plus jeunes. Oui. Donc effectivement, il y a un vrai engouement. Et puis c'est un métier, on se dit, oh, bah, il ne faut pas grand-chose, puisque pour une centaine d'euros, vous achetez un kit de tatouage sur Amazon et vous pouvez démarrer, vous tatouer vous-même ou tatouer vos copains dans les soirées. Donc il y a vraiment cette espèce de dimension un peu folle, parce qu'il faut rappeler que le tatouage, c'est une effraction cutanée. Oui. Vous avez sans que ces personnes fassent toute la recherche que vous faites au préalable sur la peau. La recherche, c'est pas forcément nécessaire, mais effectivement, il faut apprendre le métier auprès d'un maître qui, lui, va vous botter les fesses. Si vous ne montez pas un espace de travail aseptisé, si vous n'avez pas les bons gestes, vous allez vous faire semoncer et puis vous allez recommencer. Donc plus vous allez faire ce type de geste tous les jours avec le contrôle d'une personne professionnelle, vous allez l'observer, vous allez l'entendre travailler. C'est comme ça que vous allez apprendre le métier. C'est pas dans une salle de classe avec des diaporamas où pendant 2 semaines ou 3 semaines on va vous montrer des diapos, on va vous faire monter un espace une fois ou deux et on va vous faire tatouer sur de la peau synthétique. La peau synthétique, c'est pas un médium qui soit reproductible par rapport à la peau humaine. Et ça n'est absolument pas une manière d'apprendre un métier. Quand on va brutaliser un morceau de silicone, il va ni bouger, ni saigner, ni vous donner des signes de fragilité. Or, la peau humaine, elle va vous donner des signes pour vous dire que vous êtes au bon endroit pour tatouer, que vous êtes à la bonne vitesse, vous avez les bons outils, vous faites bien ou vous faites pas bien, vous avez des réactions. Alors, c'est pas le client parce qu'il bouge ou pas, mais c'est plus des réactions vraiment physiologiques de la peau. Ça s'apprend pas sur de la peau synthétique, ça s'apprend pas sur des modèles. Bien sûr. Donc, quand j'entends dans des interviews des tatoueuses de tétons disant ah bah moi j'ai tatoué sur de la peau de cochon, j'étais abonnée à mon boucher du 16e arrondissement pour acheter de la couenne, j'ai tatoué de la couenne. Rien à voir. Parce que la peau de la patiente, c'est pas de la couenne, c'est pas non plus des petits ronds de silicone qu'on vous montre gentiment à la télé. Ce qu'on veut voir, c'est dans quelles conditions vous avez appris, avec quel contrôle médical vous avez exercé votre métier et comment vous faites pour assurer la sécurité de votre clientèle, parce qu'on ne doit pas parler de patientèle, on n'est pas médecin, on n'est pas professionnel de santé. Oui, bien sûr. Il faut aussi savoir. Bien sûr qu'on a des patientes qui viennent nous voir, mais pour nous, ce sont des clientes. C'est ça. Donc, il faut aussi avoir un verbatim clair pour ne pas enrober un peu les gens de bonnes ondes et de bonnes vibrations qui sont en fait un déguisement d'une espèce d'incompétence du pur commerce mercantile. Voilà, il faut être attentif aussi aux conditions dans lesquelles sont exercés ces gestes-là. On ne reçoit pas les gens dans des locaux non normés. On doit avoir aussi respecté les règles qui sont édictées. D'autant plus en ce moment, j'imagine. D'autant plus en ce moment. Alors, donc on a vu des reportages pendant le confinement de personnes qui recevaient dans leur salon, pendant le confinement, des patientes, avec une journaliste qui faisait l'interview comme si de rien n'était. Donc, sans geste barrière. Voilà, sans geste barrière. Donc moi j'ai été contactée par des socio-esthéticiennes, des personnes qui étaient comme moi confinées, qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut signaler ça aux agences régionales de santé. Et quand vous signalez ça à l'agence régionale de santé, elle vous dit c'est pas de notre ressort. Donc c'est du ressort de personne de faire respecter la loi et de faire respecter les droits aux patients d'être traités de manière digne et de manière sécuritaire. Donc la règle s'applique à tous. Le confinement, c'est une période particulière et c'est une période de sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, elle doit aussi s'exercer à tout moment et en tout lieu. Et je pense qu'effectivement, il est du ressort des agences régionales de santé de s'impliquer un peu plus. Oui, bien sûr. Les tatoueurs dépendent de ces structures. Donc, quand on signale effectivement des comportements qui sont inquiétants, il faut que les agences régionales de santé, même si elles sont débordées, aient au moins la décence de répondre sur ces questionnements-là. Ils disent pas, c'est pas de notre ressort, parce que c'est du ressort de personne dans ce cas-là. Alors, si on revient à votre technique... Et combien de séances faut-il pour une moyenne, bien sûr, parce que j'imagine que ça dépend de la reconstruction que vous faites, mais
Combien de séances faut-il pour une patiente Alors, dans une très grande majorité des cas, une séance peut suffire si, D'accord. et si et seulement si, on va dire, il n'y a pas forcément eu d'intervention au niveau du mamelon. S'il y a eu une greffe, s'il y a eu un tatouage ou plusieurs tatouages, s'il y a eu des greffes de tissu ou des greffes d'un morceau de mamelon ou la création d'un mamelon chirurgicalement, à partir du moment où il y a une cicatrice en zone et place du tatouage, on peut se douter qu'il va forcément y avoir besoin d'une petite retouche qui se fait généralement 3 mois après la première séance. D'accord. Et ça concerne, j'ai envie de dire, à peu près 20% de ma clientèle. Donc dans 80% des cas à peu près, j'ai pas de statistiques exactes, mais on n'a pas forcément besoin de cette deuxième séance. Et après, avec le temps et avec l'exercice de cette pratique, je me rends bien compte aussi que je pense qu'il sera nécessaire à 5 à 10 ans après la réalisation du tatouage de faire une petite retouche, voilà, de remettre un petit peu les petits détails, tout ce qu'on va avoir créé, parce que certains détails sont de l'ordre du millimètre, même pas, ils sont un cheveu. La peau bouge, voilà, et donc voilà, la peau se modifie avec les années, surtout sur des peaux fragiles et irradiées. Donc moi je donne plutôt un ordre d'idée de 5 à 10 ans pour la durabilité de ce geste, par pure honnêteté, parce que cette technique, elle a 20 ans. Moi, j'ai pas vu de résultat à 20 ans de ces tatoueurs, y compris ces tatoueurs américains. Même à 5 ans, même à 10 ans, on n'en voit pas. Donc, moi, j'ai à peu près 4 ans de recul. Et je constate qu'effectivement, les personnes que j'ai pas revues pour une retouche et qui peut-être auraient besoin d'une retouche, si elles viennent aujourd'hui, on a plus de travail à reprendre le tatouage que si on l'avait fait tout de suite. Donc, voilà, c'est un choix de chacune. Il n'y a jamais d'obligation. Et si la personne est satisfaite du résultat à 3 mois, je le suis aussi. En fait, il ne faut pas avoir une vision trop oui, il ne faut pas être absolument perfectionniste. Voilà. L'idée, c'est de réparer le regard, de réparer l'estime de soi, et ça se fait peut-être en une seule fois si la personne elle a fait ce travail, parce qu'il y a tout un accompagnement à côté. On les encourage aussi à ne pas se regarder avec trop de méchanceté et trop de dureté, parce que finalement, le corps parfait, il est illusoire, il n'existe pas. Donc, on a tous des petites différences. Le corps est fondamentalement asymétrique. La nature, elle aime la symétrie dans certaines choses, mais en même temps, dans le corps humain, il n'y en a pas vraiment. On a tous un œil plus haut que l'autre, un sein plus haut que l'autre, etc. Donc, il faut accompagner aussi tout ça. Et puis, il suffit aussi de regarder autour de soi et de voir que... et c'est pour ça que montrer ce travail est important. À l'heure de la censure des réseaux sociaux, on a besoin de montrer ces corps divers, variés, différents, pour que chaque femme puisse se reconnaître dans une situation qui est proche de la sienne, et pas uniquement de mettre des beaux corps, des beaux seins, des belles silhouettes. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Mon travail, il est souvent sanctionné par la qualité de la reconstruction et la symétrie de la reconstruction, ou la perfection du sein reconstruit, plus que de la qualité du tatouage. D'accord. Si je poste une photo d'une jeune femme avec 2 seins bien symétriques, bien ronds, je vais avoir des centaines de j'aime. D'accord. Même si le tatouage est d'une qualité un peu moindre. Par contre, un très très beau tatouage sur une poitrine un petit peu moins instagrammable, ça va être beaucoup moins aimé. Donc on s'interroge aussi sur le pouvoir du like, et je m'interroge moi sur le pouvoir de ces pas de like pour ces femmes qui et de l'objectivité des gens qui regardent. Qu'est-ce qu'on like en fait? Est-ce que c'est le corps de l'autre ou est-ce que c'est le travail? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on renvoie à la personne qui est likée ou pas likée? Donc il faut aussi pouvoir se protéger de ce dommage collatéral du réseau social, qui peut aussi être jugé parti finalement. Oui, complètement. Merci Alexia pour ce partage. Je sais que cette crise sanitaire vous atteint particulièrement. On y reviendra tout à l'heure. On fait une petite pause musicale? Vous en parlez toujours très bien. Il faut garder cette petite flamme. Donc, mais du coup, je pourrais vous demander vos coordonnées quand même. Oui, je donnerai le nom du site. Je vais expliquer peut-être que quand même je change de mode opératoire. Tu parles bien. Ouais. Je suis impressionné. J'aurais peut-être dû faire de la radio. Je suis toujours impressionné. C'est toujours possible. Non, je sais pas, on m'avait dit que j'aurais dû faire des chroniques. Non, mais j'ai beau l'écouter et réécouter, je connais. Oui. Et à chaque fois, je suis épaté. C'est vrai que Nathalie est gentille, j'aime bien. Elle est super. Des fois, elle vient de temps en temps, elle est agréable. Elle est simple. Elle écoute. Et puis, c'est une belle femme, ça gâche rien. On passera la chronique de Étienne après. Tu la lances? Je la lance, oui. Tu me dis.
Mais là, c'est Angélique Didiva. Là. Elle parle du téton tattoo shop dans la chanson. Elle parle du téton tattoo shop dans les paroles. J'ai pas écouté tout. Bah, je crois que c'est pas. Radio IDFM, le bar de l'économie, un titre de circonstance de Angélique Didiva, Octobre Rose, dans laquelle nous entendons le téton tattoo shop. Et oui, merci Angélique d'avoir intégré ces paroles. Merci Alexia Cassard. Il est 10h11, l'heure de donner la parole à Étienne Barrier de Unique Production, notre expert en communication, qui a choisi de nous parler aujourd'hui d'une chronique qui a pour titre « Comment contacter un influenceur ». Bonjour Étienne, j'espère que vous allez bien. T'es contente, hein? C'était stylé. Il faut arriver à se caler. Et les voix, de mieux en mieux ces voix. Oui. Je la retraite quand même après, mais Vous n'avez pas trop chaud? Non, ça va. J'enlève. Sinon, vous pouvez ouvrir. Hein. on peut ouvrir. Non, hein. Et de découvrir ses propres organisations. Et du coup, ça m'a fait réfléchir et me poser la question comment est-ce qu'on peut contacter un influenceur Bah, il faut lui envoyer et des quelles sous, sont hein. les bonnes pratiques afin de se faire remarquer et avoir une Ils s'en foutent les influenceurs. quelle qu'elle soit. Non, mais même avec une cause, moi j'en ai contacté plein. Et l'enseignement de cette Si vous leur envoyez pas des sous, Ah oui, ah oui. il faut envoyer des cadeaux, il faut envoyer des trucs. Si vous envoyez rien, Ah oui. c'est pas des gens. Oui, ils ne sont pas désintéressés. Non, non, sauf si c'est la bonne période, parce qu'ils ont envie de faire parler d'eux, ils font style une cause ou quoi. Sinon, moi, C'est j'ai- stylé. Ouais, ça nous dégoûte un peu avec Jean-Claude quand on voit ce qui se passe. Oui, Nous, on se bat pour avoir des followers, pour avoir des gens qui suivent nos comptes. Et... oui. Ça reste encore mercantile. Ouais. ou même un influenceur, qu'est-ce qui va faire que vous allez répondre au pas d'une Il y a que ça qui marche. La première chose à se dire, c'est qu'en fait, ce genre de Les personnes gamins, reçoit énormément moi, mon fils a 18 ans, il a que ça. Quoi. plusieurs C'est- parties, plusieurs dizaines, plusieurs centaines parfois. C'est des modèles pour eux. Ah ouais. C'est des modèles de carrière. Donc, Ah ouais, ouais, on maintenant, gagne c'est des ça. sous, on fait des vidéos. Non, mais il y a tellement rien. Moi, j'ai mes deux filles, pareil, elles regardent non-stop des trucs, je ne vais pas dire inutiles, mais Ouais. c'est. Ils vont dire que c'est utile pour elles. La télé-réalité, Pour eux, des trucs c'est comme utile, ça. Mais Non, mais toi, c'est- t'arrives pas. Autant ça peut te détendre, et autant, mais ça ne rien et c'est pas une cause juste. Quoi. Ouais. Par contre, il y a des trucs bien. Mon fils, il va dans le cinéma, il apprend toute la technique pour filmer, pour faire les sur YouTube, et puis c'est impressionnant. Ah, il y a des bons tutos, Il y a des des bons bonnes tutos, choses. il y a des bons reportages, il y a des bons trucs. Il y a du bon et du mauvais partout. Après, il ne faut pas se faire avoir par les sirènes de la gloire et du nombre de suiveurs, parce que c'est Oui, là aussi, ça peut être très éphémère. Hein. ça, Ouais, c'est pas ouais. le nombre du follower qui fait la qualité du contenu en fait. Donc, Vous serez intrigué, vous aurez envie de répondre. À mon avis, le meilleur conseil, c'est vraiment de faire en sorte de trouver quelque chose qui va être hors norme. Hors norme de ce que vous faites. Alors évidemment, il faudra sûrement sortir de votre zone de confort, il faudra peut-être user de persévérance pour pouvoir contacter cette personne à de multiples reprises, essayer d'avoir différents biais de communication, que ce soit via les réseaux sociaux, via un email, via des personnes que vous avez en commun, etc. Mais c'est vraiment important de pouvoir vous différencier et de faire en sorte que cette personne vous remarque et ne vous oublie pas. Voilà, c'était la petite réflexion d'aujourd'hui sur les chroniques communication et marketing. Comment faire en sorte d'avoir une personne qui est un petit peu hors norme. Jingle, et tu parles, c'est ça ou jingle? Non, non, je le remercie, tu fais Direct. prêt. Les jingles après ou... Jingle, oui. Mais pas de Attention. musique. Une nouvelle chronique de la communication et du marketing. Et si vous avez des questions, vous pouvez très bien nous les poser et je serai heureux d'y répondre. Très bonne journée et à bientôt. Merci Étienne, à la semaine prochaine. Bonne fête, c'est l'IDFM. Nous revoilà au bar de l'économie sur Radio IDFM et ce matin j'accueille Alexia Cassard, fondatrice et dirigeante de The Téton Tattoo Shop et Jean-Claude Chaud, président de l'association des hôtesses de l'air contre le cancer. Merci Jean-Claude Chaud également d'être parmi nous ce matin au bar de l'économie. Merci pour votre invitation. Vous êtes donc président de l'association des hôtesses de l'air contre le cancer, une activité bénévole issue de votre profession,
Mais justement, Jean-Claude Chaux, quelle est votre profession? Alors, je suis personnel navigant commercial, ou sous le nom steward ou hôtesse de l'air. Oui, Et donc depuis 23 ans sur long courrier dans une compagnie française. oui, on peut la citer, Voilà, Air France, hein, bien sûr. Et puis donc depuis 5 ans, nous avons établi avec quelques collègues cette association pour aider une collègue qui au départ avait un cancer du sein, qui nous a expliqué ses problèmes. Oui. Et ayant 2 filles et 5 sœurs, voilà, bon, moi Vous vous êtes senti tout de suite concerné? je suis concerné, puis j'ai vécu des cancers du sein depuis presque 30 ans. D'accord. Et j'ai perdu beaucoup de monde dans d'autres maladies, donc c'était déjà mon passif personnel. Ouais. Et puis voilà, donc on a fait des actions solidaires au sein d'Air France et on a commencé par un calendrier d'hôtesse de l'air de Saint-Denis en 2015, Oui, oui. qui a fait notre sortie au grand public. Et puis en fait, après, les actions se sont fait, c'était vraiment chronophage et donc on a fait plusieurs actions différentes jusqu'à aujourd'hui où on a une autre reconnaissance à travailler avec plusieurs compagnies aériennes et faire d'autres choses dans notre milieu. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette association n'est pas réservée qu'au personnel de Air France. Non, non, enfin, pour tous les salariés de l'aérien, principalement. Oui, Après, on accueille vraiment tout le monde dans la maladie, et que ce soit le cancer du sein ou d'autres cancers, ou comme d'autres personnes d'un autre milieu, parce que forcément, comme je dis, la maladie n'a pas de couleur ni de travail. oui, Et donc, forcément, donc, on ne peut pas ne pas accueillir ces gens, ces personnes malades. Donc, on fait de notre mieux, et après, les actions sont faites en direct pour les patients ou dans le soutien. Et après, l'aide financière est plus pour les salariés de l'aérien, parce que forcément, on ne peut pas se diversifier partout. Mais on fait plusieurs actions différentes et on fait au mieux donc, pour eux. bien sûr. Alors, vous avez évoqué le calendrier. Ce sont en fait les navigantes qui ont posé seins nus pour ce calendrier, c'est ça? Tout à fait. Donc, on avait donc une trentaine de bénévoles sympathisantes. Avec Et des femmes qui ont su braver leur appréhension, parce que j'imagine que c'est pas évident de se faire photographier. Alors, c'est pas évident, et c'était surtout qu'il fallait enlever aussi une image d'hôtesse de l'air sexy, Oui, comme les calendriers qui peuvent sortir sur les pompiers ou les autres oui, choses. oui. Et donc là, c'était vraiment avec un thème, et donc de mettre dans l'équation l'aérien, les hôtesses de l'air, le cancer du sein, glam mais pas sexy. Oui, Voilà, oui, donc c'était oui. avec une belle image et montrer un projet grand public pour apporter un soutien. Puis c'était un objet qui était d'abord pour nous soutenir. Oui. C'était un projet où voilà, on devait récolter des fonds pour les reverser. C'était un projet humble fait par des navigants, vendu par des navigants, vraiment pour rentrer autant dans ce milieu et sensibiliser et informer les gens à ce niveau-là, parce que dans le grand public, on va dire, la médecine donc, promeut le dépistage entre 50 et 74 ans parce que c'est gratuit par la sécurité sociale. Oui, oui. Soit vous avez un patrimoine génétique et vous êtes suivi depuis le départ. Sinon, bêtement, il y a des gens qui vont se dire ça ne peut pas m'arriver avant 50 ans. Ouais, ouais. Sauf que donc, passes dans à notre côté. milieu, et donc, Ouais. nous avons beaucoup de femmes et beaucoup de salariés qui, malheureusement, sont touchés par le cancer à 20, 30, 40 ans. Ouais. Et donc, on a apporté une image plus jeune à cette prévention et à ce dépistage dans l'information qui n'était pas du tout notre quotidien. Et donc, l'information fait que tout d'un coup, et puis moi j'ai 23 ans d'ancienneté, plus nous avançons dans l'âge, forcément plus nous sommes confrontés à amis, famille ou Bien sûr, mère, à fille, ce genre de maladie. tout à fait. Donc l'information fait que maintenant tous les gens qui nous soutiennent, nous connaissent, sont avec nous, sont informés. Oui, oui. Et ils pensent plus qu'auparavant c'était vraiment anodin et même presque tabou donc pour plusieurs choses. Oui. L'Octobre Rose donc, il existe depuis 27 ans dans le monde et donc en France depuis 6 ans. Et donc nous on est arrivé 1 an après et forcément on apporte une image sans tabou et en montrant des seins abîmés et comme Alexia et donc il y a un certain tabou sur les autres sur cette maladie au départ. Mais donc voilà, à force de montrer comme... oui, c'est un tabou qui l'est de moins en moins quand même. Tout à fait. Parce que justement, on en parle. Alors, je voudrais juste revenir sur ce calendrier. Vous en avez produit beaucoup? Alors, on en a produit 2, pour l'année 2016 et 2017. Donc ça prenait 6 mois de travail et
et un gros budget parce qu'au départ, on est parti avec rien. Oui. Donc il y avait 20 000 euros d'investissement Ah oui, quand même. pour faire un beau produit Oui, oui. de bonne qualité. Parce que vous en avez, il y a eu combien d'exemplaires? Alors, j'en ai fait 8 000 exemplaires. 8 000. 8 000 qui étaient, on va dire, sur un ratio de 8 000 hôtesses de l'air à la France, qui veut Oui. dire 16 000 par an, 16 000 amis minimum, et Mhm. 5 000 hôtesses d'autres compagnies, donc 10 000 et 10 000. Donc le ratio était pas mal. Oui. Sauf que comparé à un produit que vous vendez d'habitude sur toute l'année, un calendrier, ça va se vendre sur 4 mois. Oui. Entre septembre et janvier, après c'est fini. Ah oui, d'accord. Sauf que donc nous, déjà, on commençait au mois d'octobre. Oui. Et le seul problème, c'est que l'inconvénient, c'est que donc en 2015, le 13 novembre 2015, il y a eu les attentats à Paris. Ah oui, oui. Et donc, malheureusement, vous ne pouvez pas faire de promotion ni de vente à ce moment-là quand le pays est en deuil. Oui, bien sûr. Donc, on en a vendu certains dans notre population et extérieure, donc qui nous a beaucoup encouragés. On en a vendu un peu plus de 3000, Ouais. qui nous a remboursé. Et malheureusement, on n'a pas pu faire Les tous les frais. projets qu'on voulait. D'accord. Mais en tout cas, on s'est décidé après à en faire un deuxième en 2016 pour l'année 2017, dans un autre thème, avec un autre photographe, avec un autre message. Oui. Et puis après, bon, je voulais pas que ce soit un projet récurrent, donc on a arrêté de le faire Ouais. pour faire d'autres choses. Et puis donc en 2017, on a lancé après donc, ce qu'on appelle les vols roses à la France. Et dans Alors, d'autres compagnies. expliquez-nous, Donc, c'est vol rose. donc on a inventé des uniformes roses, des produits de service roses. Et en fait, donc, nous faisons plusieurs vols sur plusieurs compagnies maintenant, au mois d'octobre rose. Et donc l'image des uniformes roses et du service rose, la prévention à bord, on peut en parler donc j'allais dire dans toutes les langues selon les pays où on va. Ouais. Et donc c'est pareil, c'est une action promotionnelle et la représentativité dans le monde de l'aérien de ce qu'on fait, de ce qu'on peut promouvoir et de l'information qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est vraiment une image qui apporte forcément, on est les seuls en France, en Europe à faire ça. On a réussi donc à avoir plusieurs partenariats dans plusieurs compagnies, plusieurs partenaires avec qui on travaille. C'est-à-dire que si on prend on fait un vol à cette période, un vol rose, il y a une partie qui est reversée à l'association, c'est ça? Alors, oui et non, en fait on n'est pas là pour... c'est vraiment pour faire de la prévention et de l'information. Donc forcément, quand on nous voit en rose, on vient nous poser des questions et pourquoi. Donc on offre des rubans roses, des flyers, des petits cadeaux passagers. On peut en parler, ce qui pareil délie les langues. Et puis après, donc, selon les compagnies, on fait des porte-clés, des flammes, ce qu'on appelle, que l'on donne, qu'on vend après au profit de l'association, Oui. à ce moment-là. Et donc après, il y a des compagnies qui font des dons à l'association, et donc ce qui permet donc autant de se faire connaître, de faire reconnaître la crédibilité de l'association dans le monde de l'aérien, et récupérer, oui, des fonds et une image pour l'association et ses partenaires. Oui. Alors, je disais, je voulais en parler parce que je sais que dans votre association, vous dites que vous œuvrez pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que j'ai pu lire qu'il y avait 1% d'hommes qui étaient touchés par le cancer du sein. Tout à fait. Ouais. Alors, généralement, de ce que je sais, c'est plus la génétique, Oui, oui. l'hérédité. Mais bon, après, il y a tous les cas. On en a donc des collègues qui ont eu un cancer du sein, et même donc d'autres cancers, parce que forcément... Après, il n'y a pas la même pudeur comparé aux femmes, Oui. c'est autrement dit. Forcément, maintenant, avec un bureau et du travail qu'on a donné, la crédibilité qu'on a, les gens sont plus à l'aise pour venir nous voir et en parler. Oui. Donc voilà, et après, donc, on aide autant financièrement comme on peut, et dans le soutien au départ d'être très moral, parce qu'après, il y a le côté ALD où vous partez de l'entreprise parce que vous êtes en arrêt longue maladie. Oui, c'est ça. Et après, donc voilà, si on n'a pas cette passerelle-là avec nous, il n'y a plus de contact. Je comprends, Donc oui. voilà, on a un gros forum de soutien, puis on a des collègues où nous, voilà, au quotidien, on soutient. Que vous soutenez moralement, oui. Et puis après, on ne se substitue pas à la médecine, on donne des réponses et on redirige. Oui, c'est un accompagnement apprend, en fait. C'est un Voilà. accompagnement pendant la maladie et après, si besoin. Alors, si moi je veux être adhérente de cette association, qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous pouvez donc soit déjà par le site internet, donc leshôtessesdel'air-contre-le-cancer.org, adhérer à l'association. Oui. Après, nous avons un forum de soutien sur Facebook qui s'appelle le Forum Les Hôtesses de l'Air, où là, généralement, donc, on parle de maladies, Oui. et avec des femmes et des hommes malades et des médecins, d'autres personnes qui sont sympathisants à la cause.
Et puis, nous parlons de tous nos projets aussi sur ce forum. Voilà. Alors, je tiens à préciser que votre association est une association loi 1901 Tout à fait. et donc les dons sont déductibles des impôts. Oui. C'est important de le dire. C'est déductible, donc on est en... Comment ça s'appelle d'intérêt général donc, C'est depuis ça. 2017. Oui, oui. Donc on peut défiscaliser donc, oui, les dons à hauteur de 66% pour un particulier et à hauteur de 60% pour une entreprise. Et donc ça permet, donc voilà, si vous voulez donner 100 €, bah, vous aurez que 34 €. C'est ça, très bien. Donc c'est Oui. toujours pratique. C'est important, c'est important. Mais bon, cette adresse sera relayée sur Facebook, Merci LinkedIn et puis YouTube, malgré tout, même Merci. si on voit du YouTube partout. Alors, ce que je voulais savoir, c'est comment cette rencontre avec Alexia Cassar s'est faite? Alors, Alexia, ben, forcément, je l'ai suivi sur ses débuts sur autant Instagram que les autres Oui, réseaux. oui. Et autant je suis tombé fan absolu de son travail. De toute façon, je pense qu'il n'y a personne qui peut ne pas être fan Non. d'elle. Et puis, son discours, son intelligence et tout ce qu'elle dit, c'est incroyable. C'est vrai. Et puis, on s'est rencontrés sur un forum il y a 3 ans. Oui, c'est ça, il y a 3 Oui, ans. c'est ça. Et donc on a fait connaissance, j'avais déjà pris connaissance avec elle par message privé sur Instagram en lui disant voilà, que j'étais fier et fan d'elle. Et puis on s'est rencontrés donc dans le même, avec un stand côte à côte sur une exposition et on a sympathisé. Voilà. Et puis en fait on a sympathisé, on s'est revus. Après j'ai appris donc que sa famille était aussi dans l'aérien. Oui. Donc son papa, Ah sa oui. grand-mère, sa sœur. Donc En fait, une rencontre qui devait se faire. Une famille, une famille. Et donc voilà, on s'adore, on est devenus très amis. Et puis donc il y a 2 ans et demi, je lui ai demandé d'être la marraine de l'association. Parce qu'elle a toute la crédibilité avec le travail qu'elle fait, les connaissances qu'elle a. Et l'image qu'elle porte même. Oui. C'est exceptionnel. Et donc elle a accepté. Donc on se lâche plus. Oui, oui, c'est un beau symbole, je trouve. Bravo d'avoir choisi ce parrainage, Moi, ce je marrainage. suis très honorée. Ça a été une rencontre un peu évidente et d'ailleurs, on s'est tous les deux auto-appelés Punky et Bandit parce qu'on est un peu inséparables et on a vraiment la même motivation en fait à apporter de notre temps aussi parce que c'est ça être bénévole et c'est Oui, ça c'est être ça. engagé, c'est pas de faire... Alors justement, ça vous prend combien de temps l'un et l'autre pour faire vivre cette En fait, association? c'est notre vie en fait. C'est votre vie. notre vie. Ouais. Le problème, Alors c'est c'est que- surtout Jean-Claude, moi je suis là en backup et je suis pas à 100%, mais Jean-Claude fait un travail, il est trop humble pour le reconnaître, mais il fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire que tout le contenu, tout ce qui est éditorial sur le site, les photos, tout est fait par Jean-Claude. D'accord. De la création du projet, des uniformes, c'est lui qui les a fait fabriquer. C'est lui qui gère tout ça. Alors il y a une armée de bénévoles aussi Bien sûr, qu'il faut bien sûr. remercier. Et puis il y a un bureau aussi de l'association qu'on remercie aussi au quotidien de leur aide. Mais voilà, il faut souligner que c'est pas son travail à plein temps et que c'est un vrai investissement de temps. Et voilà, il fait beaucoup. Il design les petites flammes. On a fait cette brochure ensemble, le petit flyer de prévention. Ça nous a pris sur notre été beaucoup de temps. Ouais. Mais on est récompensé au centuple par, Oui. par effectivement ce forum qui Les vit. retours que vous avez. C'est ça, et puis ces vols roses qui sont magiques. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'accompagner 2 de ces vols sur les 2 dernières années. Cette année, malheureusement, c'était pas possible Oui, du bien fait sûr. des restrictions. Mais c'est un travail énorme, c'est beaucoup de temps. Et surtout, il y a un vrai... il y a un vrai engagement des passagers qui sont surpris au départ. Certains sont un peu interdits, d'autres ne veulent pas toucher les petits rubans parce qu'ils ont peur d'attraper le cancer au moment où on leur tend. Mais il y a un bel engagement. Ou ils ont peur qu'on leur demande des sous. Oui, aussi, le bénévolat, ça touche pas tout le monde. Ouais. Et puis c'est un droit de ne pas avoir envie de participer. Bien sûr. Maintenant, effectivement, ce devoir de prévention et ce devoir d'information, il est important parce que Octobre Rose, c'est qu'une nomination. Le cancer, c'est toute l'année. Et Absolument. c'est tous les cancers, et c'est pas que le cancer du sein. Tous C'est les ça. cancers doivent être mis sur un pied d'égalité. Alors c'est un formidable coup de projecteur, Octobre Rose, parce qu'on parle que du cancer pendant un an, mais il faut pas oublier que les autres cancers
sont là, et même en période de Covid, Oui. on va en parler, mais il faut continuer à se battre pour se faire entendre. C'est bien pour ça que j'ai voulu que vous veniez, parce que je me disais, Octobre Rose, c'est formidable, mais il faut en parler toute l'année, et donc voilà. Alors justement, à propos de Octobre Rose, on a dit que ça rappelait la nécessité de se faire dépister, et c'est Air France qui a mis en place une organisation de dépistage également. Non. En fait, c'est l'association. C'est l'association qu'on a créée, qui au fur et à mesure donc, a bougé un peu les choses, Oui. a une crédibilité. On a maintenant un bureau pour accueillir des gens, où je fais du bénévolat, où il faut faire des permanences sur les jours off. Oui. Et donc on accueille les gens et on les accompagne au mieux. Après, il y a toute la machine qui est au niveau autour du social, mais après donc du parcours professionnel. Mais bon, le parcours professionnel à ce moment-là, il est en stand-by, et après c'est tout l'accompagnement au niveau des procédures médicales et sociales. C'est ça. Mais donc vous passez des publications régulièrement pour rappeler cette nécessité de dépistage. Ah bah, c'est au quotidien, comme on le dit, hein, la maladie, c'est 365 jours sur 365. Donc c'est au quotidien, et les malades, les personnes qu'on connaît, les amis qu'on soutient, nous expliquent tous les jours un rendez-vous, une mammographie, une peur, malheureusement une ablation, une nouvelle chimio, un nouveau traitement, qui fait que nous c'est notre quotidien. Il n'y a pas de octobre rose, c'est la promotion, mais c'est au quotidien toute l'année. Il n'y a pas de jour sans. Alors, vos prochains objectifs pour cette association, Jean-Claude Chaux? Alors, donc cette année, forcément, encore c'est compliqué, hein, Covid. Oui. Mais bon, on a plusieurs projets, donc de refaire un nouveau calendrier. D'accord. Pour 2022, donc normalement avec un partenariat d'un grand hôtel parisien. Et puis, il y a donc forcément les vols roses 2021 à préparer. Oui. Parce que ça prend aussi beaucoup de mois, mais après, forcément, vu la conjoncture actuelle sur le monde de l'aérien, on ne sait pas trop où on va, mais bon, il y a toujours des projets en route. Il y a l'accompagnement donc avec un gros don donc, sur plusieurs hôpitaux français pour redistribuer des sous qu'on a, et on a décidé donc pareil de faire un don à 10-15 hôpitaux français sur toute la France. D'accord. Pour ne pas dire non plus il n'y a que Paris. Et donc nous aidons après déjà en priorité après tous les hôpitaux qui ont été suivis par nos hôtesses. Oui. Donc en priorité, mais pour en faire un peu partout en France. Et donc le truc est vraiment d'aider les patients, les malades, nos amis en direct. Et voilà, donc après on offre aussi donc des tatouages de reconstruction par Alexia, on offre des excédents d'honoraires, des choses qu'on peut apporter comme on fait. C'est une association qui marche très très bien. Donc. Oui. On fait en sorte que ça marche. Alors donc si par exemple moi je veux acheter le calendrier en 2022, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et bien pareil, sur le site internet, basiquement, vous aurez donc une partie shop où on vend donc nos goodies, et donc t-shirts, porte-clés, autocollants, peu importe. Et j'imagine que le fait d'être adhérent, on reçoit une newsletter. Tout ça se met en place, parce qu'en fait on a mis du temps avec le site internet qui a été refait il y a 1 an et demi. Et donc au fur et à mesure on remet tout en place entre les adhésions, la newsletter qui doit arriver. Et puis donc voilà, c'est un gros travail qui me prend beaucoup de temps aussi. Bien sûr, j'imagine. Alors vous en ce moment, vous ne travaillez pas ou très peu? Je suis en chômage partiel, et donc on travaille très peu. Moi en l'occurrence, c'est 1 fois par mois. Oui. Donc sur long courrier je parle. Et puis après il y a des gens qui ont 2-3 vols, mais on est en sureffectif vu les vols qui s'annulent malheureusement, les ouvertures de frontières qui ne sont pas. Comme aux États-Unis, ce qu'on appelle le travel ban, où forcément les Français ne peuvent pas, les Européens ne peuvent pas y aller. Et donc actuellement, moi c'est vraiment un petit bonheur à la chance, mais bon, on doit assurer les vols, et puis après il faut une compétence avion pour pouvoir travailler. Donc on a reçu des nouveaux avions, et donc il faut être compétent sur ces avions pour pouvoir y travailler. Donc tous les destinations que nous faisons actuellement sont privilégiées avec ces nouveaux avions, ces nouvelles cabines qui renforcent la France. Oui, bien sûr.
Merci Jean-Claude Chaud, on sent bien que votre détermination est totale et bravo à l'ensemble de tous ces bénévoles qui font vivre l'association. On fait une pause musicale et on revient, je vous interrogerai tous les deux sur l'impact de la crise. C'était super, super, super. Ah, ben moi, j'ai un peu de mal, moi. Non, mais moi je vais adhérer à votre. Je vais y adhérer. Non, c'est une super association. Je vais apporter des claviers des femmes. Le Beatles, c'est les Stones. Oui, j'aime bien moi. Essentiel. On se retrouve musicalement quand même un peu tous les deux. Oui, oui, je crois. Tant qu'il n'y a pas du Maître Gims, moi je prends. Comment? Non, C'est je une devrais génération. Oh, j'aime bien quand même, moi. Il y a des trucs, ça passe. Moi, mes filles, elles écoutent des trucs bizarres. T'es trop vieille, maman. Non, justement, ça écoute du Bowie, ACDC, du Guns. C'est plus gagné, quoi. Tu leur mets la totale. Tu les habilles, la totale. Faut leur donner des bases. C'est quoi le nom de l'association? Les hôtesses de l'air contre le cancer. Ah d'accord, tu cherchais. Le vol rose, je pensais que c'était ça le nom de l'association, les vols roses. Non, les hôtesses de l'air contre le cancer.org, si vous avez. C'est un peu long, mais. Ça, c'est les choses auxquelles on réfléchira plus tard. Ouais, mais on peut pas faire mieux. Non, Pour c'est que ça difficile soit. de trouver. Le nom, les hôtesses de l'air, ça fait vendre, encore une fois. Bien sûr. On est en France, on a encore ce mythe de l'hôtesse de l'air. Et on a été sollicité par des grandes marques et d'autres choses parce que justement, les hôtesses de l'air. Ouais. Parce que après, dans les autres corporations, les hôtesses de l'air fait une image plus jeune Oui, que ce qui existe. Et forcément, en jouant sur le pink et en montrant des seins, c'est vrai que en travaillant avec d'autres associations, c'est vrai qu'on se retrouve, même quand on s'est retrouvé, tout le monde cache. oui, oui. Tout le monde ne montre pas, alors que nous, on a lancé notre calendrier, Ouais. on montrait des cicatrices, on montrait des femmes fières de leur corps, on va dire, qui ont osé. Après, c'était pas Bien sûr. évident. Mais non, encore c'est une ce fois. que je disais, c'était pas Tout à fait. évident pour elle Mais il de. a fallu, et puis c'est vrai que le premier calendrier nous a apporté cette crédibilité de ce qu'on faisait, Ouais, ouais. qu'il n'y avait pas de trucs Non, puis malsains. ça fait pas, voilà, ça fait pas Et donc grave. vous vous êtes retrouvé avec un stock de calendrier Ouais. invendu. Ouais, c'est dommage. Mais après, on était rentré dans le froid, mais après, Oui, mais vous n'avez pas fait de non, mais plus-value. après on a aussi découvert le milieu, parce que nous, on était C'est ça, vous étiez. juste, on est navigants, c'était pas notre métier, c'était pas notre... Même si on a un passif, encore, mais on connaissait rien dans ce milieu-là. Il y a Ouais, plus ouais, de ouais. sponsors et de partenaires qui pourront aider même à diffuser. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, on est arrivé, et puis c'est vrai qu'on nous a dit, bah, faites attention, c'est aussi un business. Oui, oui, Et c'est vrai que malheureusement, dans ce milieu-là, c'est aussi un business. forcément. Que nous, on n'a pas vu et qu'on n'a pas vu dans ce côté-là. Et on s'est fait avoir sur plein de choses au début. Mais Ouais. c'est pas grave. Ah ouais, je comprends. Ouais. On a évolué et puis. Jacqueline ferait partie du calendrier 2022. Moi non, perso. On te fera un petit truc. Ouais, moi je fais Si on voit pas ma tête. L'ombrage. Non, c'est un super truc. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie, encore un classique avec les Rolling Stones, Satisfaction. Je suis toujours en compagnie de Alexia Cassard, dirigeante, fondatrice et dirigeante de The Téton Tattoo Shop, et Jean-Claude Chaud, président de l'association des hôtesses de l'air contre le cancer. Et je m'adresse à tous les deux maintenant parce que Alexia Cassard et Jean-Claude Chaud, un hebdomadaire, révélait récemment que jusqu'à 6000 personnes pourraient prochainement mourir du cancer parce qu'avec la crise sanitaire, la prise en charge des nouveaux malades a considérablement chuté, notamment à cause des dépistages reportés, des cabinets fermés. Est-ce que c'est une vraie interrogation sur la démocratie sanitaire, selon vous? Moi, je pense que oui, parce que on est dans une situation d'urgence. Donc, effectivement, on a des mesures d'urgence qui sont mises en place, mais il ne faut Oui. pas oublier qu'effectivement, le suivi et la routine des patients atteints de cancer et de ceux qui vont être dépistés, malheureusement, ne doivent pas s'interrompre. Le nombre de cas n'est pas mis en suspens par les mesures barrières. Donc, effectivement, on va assister à un recul, on assiste à un recul des consultations.
Les patients ont peur de se rendre à l'hôpital parce qu'ils ont peur de contracter la maladie C'est ça. lors du transport ou lors de la consultation. Il faut rappeler qu'il existe des mesures aussi de consultation à distance. Au moindre doute, on peut aussi Oui, avoir ça se développe de plus la en plus. télémédecine. Bien sûr Absolument. que ça ne remplacera pas effectivement un scanner ou une IRM. Je sais que l'association Rose Up a lutté aussi contre le report de certaines interventions, par exemple sur des interventions de chirurgie prophylactique qui sont censées éviter le risque de cancer, beaucoup Oui. été reportées. Et puis des patientes qui vivent avec l'épée de Damoclès parce qu'elles portent un gène prédisposant au cancer, on leur dit c'est pas une situation urgente, on va remettre votre opération. Et effectivement, c'est très difficile à entendre et à vivre. Donc il y a eu beaucoup de volonté de cette association d'aider à prendre ces rendez-vous, à remettre ces rendez-vous, et aussi pour les rendez-vous de suivi et de dépistage. Donc il faut vraiment continuer à faire ces dépistages, il faut consulter au moindre doute, il faut recourir à l'autopalpation, quel que soit régulièrement, son âge, régulièrement, quand on fait une fois sa par douche, mois. Effectivement, il y a une période qui est un peu plus propice pour les femmes qui sont pas ménopausées, c'est la période après les règles, une semaine après les règles, c'est là où la poitrine est la plus on va dire palpable et reçoit le mieux ce geste. Il y a des petits tutos très très bien faits. Nous on a fait une petite brochure avec Jean-Claude, je crois qu'elle est dispo sur Instagram. Sur Instagram et sur le site internet leshôtesses-de-la-contre-cancer.org. D'accord. La petite, voilà, c'est fait sous la forme en fait d'une... Pour une palpation. Pour la palpation, en fait on l'a designé comme une brochure de sécurité que vous avez oui, dans votre oui, on a appelé ça la brochure de sécurité T. Oui. La Safety Card en anglais, on l'a fait en français et en anglais. Donc en gros, ça se présente exactement comme une petite brochure de sécurité. Et à l'intérieur, vous avez effectivement tous les gestes. Donc se mettre nu devant son miroir, de s'observer déjà, ensuite de le faire avec les bras en l'air et d'observer s'il y a des nouvelles masses, s'il y a des écoulements, s'il y a des modifications de la peau. Et puis ensuite de palper avec les 3 doigts de la main opposée au sein. On palpe en circulaire, on fait des petits mouvements circulaires sur tout le sein. On n'oublie pas la zone de l'aisselle, on n'oublie pas non plus la zone de la clavicule pour essayer d'aller dépisser des petites boules, des petits ganglions qui pourraient être plus gros. Et puis on regarde s'il y a des écoulements au niveau du mamelon, on va le pincer, et on va chercher des rougeurs, des signes inhabituels. Et là, s'il y a vraiment quoi que ce soit de douteux, il ne faut pas hésiter à consulter. Covid, pas Covid, on prend toutes les précautions nécessaires et on consulte le plus rapidement possible parce qu'effectivement, plus un cancer est dépisté tôt, plus il a de chances de guérir. D'être guéri, bien sûr. Dans les stades précoces, on est à 90% de chances de guérison. Par contre, il faut rappeler qu'effectivement, une femme sur 8 sera touchée, donc on est à 60 000 cas par an. Sur ces 60 000 cas par an, il y a 12 000 décès. On a quand même 12 000 décès qui est encore énorme. Et du coup, on est en droit de se dire qu'effectivement, avec des retards de diagnostic ou avec des non-diagnostics, ce nombre de décès annuels va augmenter considérablement. Donc, de même, avec des retards de prise en charge, si on opère plus tardivement, on a moins de chances de prendre le cancer de vitesse. Donc, rappelons vraiment que ça vaut pour tous les types de cancers. On n'oublie pas les cancers colorectaux, les cancers de la prostate, tous les cancers, quels qu'ils soient, doivent être considérés comme des prises en charge importantes et urgentes, donc ne pas les laisser se développer. Et donc pour vous, Alexia Cassar, cette crise sanitaire a un véritable impact sur votre activité? Oui, un impact très lourd parce qu'effectivement, avec les mesures de confinement, beaucoup de petites entreprises indépendantes ont été frappées de l'interdiction de recevoir du public. Donc ça a représenté plus de 2 mois et demi pendant le premier confinement, 1 mois là récemment. Et on est quand même en droit de se dire que ça ne va pas s'arrêter là. On va avoir d'autres confinements. Il faut espérer que non, mais en tout cas, il y aura des couvre-feux. Il y aura des diminutions d'activité. Et si là, on rétropédale un peu sur le fait de dire aux gens de rester chez eux, c'est qu'on est quand même en train de voir... Monsieur Castex disait ce matin sur Europe 1 qu'effectivement, ils avaient quand même considéré que ça fristouillait un peu et qu'effectivement, au lieu de décroître, ça se stabilisait seulement. Donc du coup, ils attendent quand même effectivement une repoussée du nombre de cas. Donc il faut être prudent, il faut continuer à être prudent. Nos petites entreprises, nos petites structures ne survivront pas à ces fermetures. Malgré les aides. Bien sûr, malgré les aides. Les aides sont extrêmement aidantes pour les structures, mais la première vague, les aides étaient très insuffisantes. Et puis beaucoup de choses qu'on nous a promises ne sont pas arrivées. Donc certaines structures se ferment. Beaucoup de dirigeants de petites structures
sont en situation psychologique et psychiatrique grave. On oublie un peu de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui ont attenté à leur vie. Je crois qu'il y a 25% des propriétaires de petites structures qui ont pensé à se mettre fin à suicider. leur jour. C'est quand même un problème de santé publique grave. Donc effectivement, on est très impacté. On est non essentiel et ça, même sur le plan psychologique, c'est dur à entendre. Enfin, en tout cas, dans votre cas, on a du mal à imaginer que vous êtes non essentiel. Effectivement, on pense à la filière artistique, tout ce qui se passe autour de finalement tous ces centres qui procurent du plaisir, que ce soit les cinémas, les salles de théâtre, les opéras, voilà, tous les endroits où on a plaisir à se retrouver. Effectivement, ce sont des centres où effectivement on va avoir du monde et où il y a des risques. Mais à partir du moment où les protocoles sont mis en place et que on peut prendre librement le métro. C'est ça. C'est un peu, voilà. Je porte ça gentiment comme petit message. Voilà, donc effectivement, le coup est dur, le coup est rude et oblige certains d'entre nous, dont je fais partie, à chercher des mesures de survie. À envisager même peut-être de vous reconvertir. De reprendre une activité salariée pour survivre et puis de délayer en fait cette mission et de la continuer en pointillé. Donc c'est ça. Il faut arriver à tenir jusqu'à la fin de cette crise pour pouvoir reprendre. Qui puisse du coup... le message est trop important, c'est cette lutte contre l'amateurisme et puis aussi pour continuer à trouver des financements pour ce type de gestes. Je remercie encore Jean-Claude et l'association de nous aider parce que certaines patientes peuvent avoir un financement via l'association. Toutes celles qui travaillent dans l'aérien, on en a accompagné quelques-unes. Ça reste un geste difficilement finançable. Et là, aujourd'hui, c'est un appel aussi envers certaines mutuelles, parce que j'en ai aujourd'hui 15 qui accompagnent le financement de ce type de tatouage, et je les en remercie. Absolument, vous faites bien de le citer, parce que j'avais prévu de le dire, et j'allais l'oublier. Donc, non, mais il n'y a pas de souci. Donc ces mutuelles ont fait des efforts, pour certaines carrément au titre de partenariat. Si je peux citer, bien sûr, allez-y. Paris-Val-de-Loire et surtout Malakoff Humanis qui m'accompagne depuis le début. On a vraiment une prise en charge systématique en fait, des personnes qui viennent se faire tatouer au sein de The Tattoo Shop. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis d'autres mutuelles ont fait au coup par coup grâce aux fonds sociaux, et je les en remercie parce qu'effectivement, on a au téléphone des personnes humaines qui vont pas aller au-delà, qui vont aller au-delà de « ah non, c'est pas sur la liste et qui vont dire « oui, madame, votre demande, elle a du sens et je vais vous aider, même si c'est une centaine d'euros sur un geste qui coûte 450 euros. » C'est toujours ça, bien sûr. Et puis, il y a une reconnaissance de cette souffrance et du fait que c'est pas un geste futile et non essentiel, et qu'effectivement, ce geste, il va remettre les gens dans l'après. Donc là, j'ai mis en place un petit système de questionnaire. Je suis accompagnée du coup par Initiative 95 dans le cadre d'un accompagnement des petits entrepreneurs dans le programme Propulse. Du coup, je suis accompagnée. J'ai reçu Amel Guédoum à ce sujet. Super. Et donc, je remercie Estelle Barthélémy du cabinet Oya qui m'aide à mettre en place une mesure d'impact. D'accord. Et en fait, en faisant ce petit atelier de mesure d'impact, on va essayer de mettre en mots la situation des personnes qui viennent après une mastectomie, comment elles se sentent avant la mastectomie, quel impact ça a eu sur leur vie sociale, leur vie amoureuse, leur vie professionnelle, leur estime de soi, etc. C'est un petit questionnaire qu'on leur soumet totalement anonyme. Et puis, avec ces résultats, on va pouvoir montrer cette espèce d'instantané de leur situation. Et on va essayer de faire la même chose après. D'accord. Et recueillir du coup des progressions. Est-ce qu'elles ont arrêté des sortes de statistiques. Voilà, est-ce qu'elles se sentent moins angoissées? Est-ce qu'elles ont pu reprendre le travail? Est-ce qu'elles ont retrouvé un compagnon? Parce que ça, c'est ce qu'elles me disent dans la vraie vie. Maintenant, on pourra le montrer statistiquement. Et qui pourra peut-être être de nouveaux arguments auprès de responsables politiques. Il faut marquer du sceau de la crédibilité ce geste. Et d'ailleurs, si on voulait vous aider pour lancer un message auprès des politiques pour que vous soyez entendus, que faudrait-il faire? Je suis allée 2 fois à l'Assemblée nationale rencontrer des députés qui se sont mobilisés. C'est arrivé jusqu'au ministère de la Santé. Alors, la ministre précédente a laissé ça un petit peu en souffrance. Mais effectivement, je me doute que c'est pas le moment pour notre gouvernement de traiter ce genre de choses. Mais voilà, on a quand même beaucoup plus de décès potentiels du cancer en France que de décès potentiels du Covid, même si ça reste une vraie préoccupation. Donc il est temps qu'on puisse se préoccuper de tout ça. Donc si des députés qui nous écoutent ou des politiques qui nous écoutent sont
intéressés par ce combat-là, je les engage à venir vers moi et puis essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse faire avancer ce dossier ensemble. On a le syndicat national des artistes tatoueurs qui est complètement à mes côtés et qui est vraiment aussi engagé dans une démarche de qualité, de professionnalisation, vraiment d'un milieu très artistique mais aussi responsable. Et puis on travaille aussi sur la dimension de la sécurité des produits de tatouage. Donc là on est en train de revoir aussi des circulaires au niveau européen pour la sécurité de certaines couleurs d'encre. Donc on est vraiment dans quelque chose de sécuritaire, c'est de circonstances, donc allons-y et on vous attend pour ça. Merci beaucoup Alexia Cassard, j'espère que vous serez entendu. Jean-Claude Chaux, vous avez noté aussi cette recrudescence de malades à cause de la crise sanitaire? C'est un délire, mais après c'est la priorité Covid dans les hôpitaux, donc forcément on nous dit qu'il y a des rendez-vous, des opérations qui sont comment dire, reportées. Et donc forcément ça crée un petit problème. Maintenant il ne faut pas oublier donc toujours nos quotidiens d'information et puis la prévention. Donc après on accueille vraiment au quotidien des nouvelles personnes. Alors après c'est le soutien vraiment de la maladie, parce que forcément il y a de l'attente entre ces opérations, ces questionnements entre je viens de découvrir. C'est ça, et quand on sait que le mental joue très fort. La chose est donc de ne pas sentir seul. C'est ça. Forcément, et donc là, après avoir une communauté de femmes et d'hommes qui puissent répondre aux questions et qui puissent apporter. On est dans un métier, comme on dit, de bienveillance, on est dans un métier de service. Donc on sait écouter les gens, on sait leur parler. Après, il faut aussi des connaissances. Et il faut, avec ne serait-ce que de la tendresse, de l'amitié, de l'écoute, on peut aussi donc déjà apporter beaucoup de soutien à ces personnes-là. Il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est déjà beaucoup de les mots peuvent. Mais après les personnes ont besoin, enfin chez nous, s'approprient l'image d'un groupe, de faire partie d'un groupe, et donc ça les monte dans leur estime et justement veulent faire partie de ce groupe, autant les hôtesses de l'air contre le cancer ou de personnes qui aident les gens. Et c'est ce qui est tout bénéfique pour notre cause. Jean-Claude Chaux, rappelez-nous encore comment on peut adhérer à l'association des hôtesses de l'air contre le cancer. Alors, donc sur le site leshôtessesdelair contre le cancer.org, et donc vous avez une rubrique shop où vous avez donc l'adhésion dessus. Comment adhérer, vous pouvez donc, il y a des tutos sur le cancer avec un petit lexique, des informations sur ce qu'on fait, des petites vidéos. Vous avez les photos en plus sur Instagram où il y a plus de 3000 photos de ce qu'on a fait depuis 5 ans. Et puis il y a aussi donc le forum sur le Facebook, leshôtessesdelair contre le cancer.com, où forcément là on parle de cancer et de soutien. Voilà. Merci Jean-Claude, on ira sur ce site. Alexia Cassard aussi, redonnez-nous vos coordonnées. Alors moi je peux être contactée via le site www.thetettontattooshop.com, donc téton sans accent et au pluriel avec tatou avec 2 T. Très bien, merci. Nos auditeurs pourront retrouver ces coordonnées sur Facebook ou YouTube. Merci à tous les deux pour votre présence. Ne lâchez rien, vous êtes formidables et continuez votre belle œuvre. Merci à tous. Demain matin, Florence Sœur animera le bar de l'économie et moi je vous retrouverai mardi prochain. Très bonne semaine, continuez de prendre soin de vous et de vos proches. Merci Philippe pour l'accompagnement. À la semaine prochaine. Super moyenne.